tous. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce qui m'a amené en fait à cet ouvrage. Mon parcours d'abord j'ai mené des études en histoire et travaillé au sein d'un service d'architecture, ainsi que des formations sur le patrimoine ancien à l'école d'Avignon, et notamment la présidence de l'association Gloria Mention qui défend le patrimoine architectural. Donc tout cela m'a amené effectivement à écrire cet ouvrage l'année dernière sur l'art déco. J'ai eu l'occasion, en tant que présidente de l'association Gloria Mention, de suivre les travaux de restauration de l'immeuble inscrit au monument historique, le Gloria Mansion, au 125 rue de France, et de faire des recherches sur les architectes de cet immeuble, les Hofnanian. La rencontre avec Valérie Castera, directrice des éditions Giletta, m'a conduit à me pencher non seulement sur Nice, mais également sur cette langue de terre qui n'existe pas administrativement, la Côte d'Azur, inventée en 1887 par Stéphane Liégeard. Donc cette terre est une terre privilégiée, fréquentée depuis longtemps par des visiteurs fortunés. Jusqu'à la Grande Guerre, ce sont principalement les Européens qui, chaque hiver, ils sont revenus en villégiature pour profiter de son climat exceptionnel, de ses paysages magnifiques et de sa vie agréable. Mais après la guerre, on avait cru la côte abandonnée, elle est découverte à nouveau. Dès 1920, elle recueille une population qui va contribuer à sa seconde naissance. Cette fois, les explorateurs ne sont plus les têtes couronnées de l'Europe, mais en majorité les riches nord-américains, enthousiasmés par cette paisible ou folle douceur de vie. Le crash de Wall Street en 1929 permet à ce bout de côte de se développer et de devenir le lieu où il faut être, car il est notamment moins cher que partout ailleurs. Les Américains s'y retrouvent, Antibes, le cap d'Antibes, Juan-les-Pins et toutes les villes de la côte deviennent une petite Amérique où il faut se faire voir. La Côte d'Azur, c'est aussi et peut-être avant tout la mer et le soleil, attraction nouvelle dérivée des philosophies hygiénistes allemandes. L'envie de vivre qui saisit les populations et qui fait se déplacer les couches aisées vers les côtes va développer un tourisme balnéaire, tout autre que celui qui s'était exprimé auparavant et dont les Anglais sont les promoteurs. Ce tourisme, qui débute dans les années 20, est tourné vers le soleil, la plage, les sports aquatiques et les amusements d'hiver. Fini les soins, vive la mer et les fêtes. L'architecture de la Côte d'Azur est le fruit d'influences étrangères. Les ouvriers et architectes immigrés de l'entre-deux-guerres bâtissent les villes de la modernité et font basculer la Riviera dans une dynamique urbaine nationale. La transformation spatiale et architecturale de ce lieu est leur œuvre. J'évoquerai rapidement trois immigrations sans rentrer dans le détail. L'immigration italienne, qui existe déjà depuis 1840, mais qui s'intensifie à cette époque-là. La révolution bolchévique de 1917 contraint aussi les aristocrates et les militaires blancs à l'expatriation et ils se réfugient alors dans un pays qu'ils connaissent, la France, et dont ils pratiquent la langue, particulièrement sur la Côte d'Azur, qu'ils ont fréquentée lors de leur villégiature hivernale. Enfin, l'immigration arménienne, dont parlait Yevgeny, voit le jour sur la Côte d'Azur à partir de 1923. Une petite partie de la diaspora arménienne qui, suite au génocide de 1915, après avoir fait une première escale à Marseille, arrive surtout à Nice. L'architecture locale est également aidée par des lois qui vont être prises au niveau national. En 1912, la loi Bonnevet sur les habitations à bon marché, les HBM. En 1928, la loi Guy-Loucheur qui établit un programme de construction d'habitations à bon marché de logement. Et comme le rappelait Luc, de 1919 à 1924, c'est l'urbanisme contemporain au plan national qui est initié par les lois Cornudet. Ces lois successives vont servir le courant régionaliste en France, et donc le néo-provençal que nous allons voir sur la Côte d'Azur, mais également nombre de petites villas modernistes. Quelques mots encore sur ce monde qui change. Au début du XXe siècle, les avancées technologiques permettent au réseau des communications de se développer et de s'intensifier. Cela entraîne une diffusion des idées et un transport plus aisé des personnes. Donc les moyens de communication se développent, mais les revues également se multiplient. Le monde qui change est aussi celui de l'influence des colonies. Les arts africains ont un impact certain sur l'avènement du cubisme en Europe.
En 1931, l'exposition coloniale de Paris donne à voir des objets, des constructions que presque personne ne connaît. La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 est une source d'inspiration pour le milieu des artistes et pour celui des architectes en particulier. C'est également l'architecture japonaise qui a déjà influencé les Américains, comme Frank Lloyd Wright, qui va introduire la construction modulaire, dont Le Corbusier sera le chantre, où l'idée de l'épure, dont le modernisme s'inspirera. Enfin, l'intérêt pour les civilisations anciennes, comme celle de la Mésopotamie ou de l'Égypte, se partage avec une autre source d'inspiration, la civilisation antique. Reprenant les lignes pures des temples grecs, la statuaire grecque-romaine, la mythologie, les architectes composent à partir d'un classicisme réinventé. Le style art déco est reconnaissable, et pourtant, comment le définir, lui qui n'a jamais été fondé par quelque manifeste que ce soit, et dont le nom même est inventé après 1960. Une certaine idée de l'épure, des formes géométriques, des fleurs stylisées, un rationalisme revendiqué, du beau dans l'utile, un classicisme renouvelé, des lignes droites, mais également un style paquebot, tout cela, et plus encore, concourt à l'esprit art déco. Style polymorphe s'il en est, et dont les contours flous tentent d'épouser un certain art de vivre. Une certaine idée du luxe s'épanouit durant 20 années, mais également l'idée que le beau peut être accessible à tous. Tout en développant les arts décoratifs, la période exploite les techniques nouvelles, comme la fabrication en série. Un style reconnaissable enfin, malgré toute sa diversité, par l'unité de ton qui en émane. Décliné sous toutes les latitudes, dans tous les domaines artistiques, l'heure est à l'art déco. Alors les prémices de l'art déco se situent au début du XXe siècle, parfois encore mêlées d'art nouveau. Charles Rennie Mackintosh en Angleterre illustre assez bien cette mutation, et ces roses ne sont pas sans rappeler celles qu'imagineront Louis Su ou André Marc. Si l'art déco remplace progressivement l'art nouveau, c'est essentiellement car la fabrication industrielle est peu propice aux courbes élaborées de ce style. Les deux arts ne s'opposent pas, seulement l'art nouveau ne peut plus perdurer et s'éteint peu à peu. Honoré Aubert sera un des architectes les plus représentatifs de l'art déco et particulièrement des bétons colorés. Il est diplômé de l'École des arts décoratifs de Paris et donc il s'installe en 1919 dans sa villa agence que vous voyez en photo. Qui est au boulevard Victor Hugo. Elle a été construite vers 1925 et elle nous montre bien la transition qui est opérée entre l'art nouveau et l'art déco. Les ouvertures, les portes d'entrée et les fenêtres latérales sont encore typiquement dans le style art nouveau, façon Hector Guimard. Elles sont traitées en arcades très lobées, légèrement voûtées. De même, les vitraux composant les vantaux de la porte d'entrée. Quant à la grille de l'allée conduisant à la villa ainsi que les portes en ferronnerie, qui amène la transition entre l'art nouveau, les spirales du cadre, et l'art déco, le décor géométrique central. Au sortir donc de cette guerre meurtrière, la société a besoin de changement. Les couleurs de la Méditerranée font fuir les sombres jours et tentent d'en éloigner les prochains. L'époque est à la modernité. Si les femmes s'émancipent, si le soleil et la mer sont au bout du jour, l'habitation et les objets usuels le transforment eux aussi. La mode est au beau, à l'utile, au pratique. Une école va répondre à cette demande, l'École nationale des arts décoratifs de Nice. Cette école est créée en 1881 par le peintre Alexis Mossa. L'École nationale des arts décoratifs de Nice deviendra l'une des 7 grandes écoles régionales d'art appliquées en France, sous le contrôle de l'Éducation nationale. Sa spécialisation, car chaque école est spécialisée, a été de ce fait déterminée par l'essor de l'urbanisation et par voie de conséquence le développement de l'architecture et des arts décoratifs liés à l'habitat, le mobilier, la décoration intérieure, la ferronnerie, la mosaïque. Cette importance toute particulière des arts de l'habitat a donc légitimé la formation par l'école de Nice de créateurs, de dessinateurs, de compositeurs, avertis dans la pratique des techniques et des métiers, capables dès leur sortie de l'école de produire des modèles aux industriels et aux artisans. Je n'entrerai pas ici dans les différentes sections
qui compose cette école, mais je citerai néanmoins la chaire de composition décorative qui est occupée durant 37 ans, de 1920 à 1957, par le même titulaire, le professeur Clément Goyeneche. Un exemple quand même du travail de cet architecte Clément Goyeneche, un exemple que vous connaissez certainement tous, c'est l'ancienne salle du conseil municipal de la ville de Nice, dont l'enduit est en béton coloré rose incrusté de nacre et un mobilier en acajou. Le cabinet du maire, qui était Jean Médecin à l'époque, a lui aussi été dessiné par Goyeneche. Donc le bureau, les sièges, les armoires, le cache-radiateur avec la date 1930, ainsi que les luminaires et les ferronneries. Un petit rappel sur effectivement ces deux grandes expositions internationales, les dernières de la première moitié du XXe siècle, qui sont les témoins fabuleux du mouvement intellectuel, artistique et technique qui agite la France, l'Europe, mais également le monde à cette période. L'exposition envisagée dès 1914, mais repoussée à cause de la guerre, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris de 1925, est une vitrine des arts décoratifs où 15 millions de promeneurs sont venus. Elle permet à l'art déco de se propager en France et dans le monde entier. New York, vous le citiez, Rio, Casablanca, Shanghai. Celle de 1937, l'exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne, montre que l'art et la technique ne s'opposent pas, mais que leur accord est au contraire souhaitable, voire nécessaire. Le beau et l'utile doivent être indissolublement liés. C'est Charles et Marcel Dalmas qui sont délégués par la Société des architectes du Sud pour réaliser le pavillon des Alpes-Maritimes en 1925. Et c'est Clément Goyeneche qui est choisi pour composer l'architecture intérieure et pour créer l'ensemble des mobiliers, décorations et luminaires. C'est un pavillon qui a un réel succès et Clément Goyeneche reçoit un des premiers prix. Si on peut rester sur cette image, vous voyez à travers cette reconversion de Charles Dalmas avec l'aide de son fils Marcel, qui d'ailleurs souvent sera associé à un autre architecte niçois qui s'appelle Guilgaud, qui est aussi quelqu'un de très attaché au développement des détails décoratifs liés à l'art déco. Et vous voyez qu'il y a un point commun avec la composition du lot Tennis Club de Nice, dont vous avez parlé. Autre point commun aussi avec l'architecte Louis Elser, qui a composé la gare maritime de Villefranche, qui est aussi un compromis entre le régionalisme affirmé et en même temps une volonté délibérée de promouvoir des formes nouvelles. En 1937, le pavillon de la Côte d'Azur, Nice et la Côte d'Azur sont représentés dans un pavillon que vous voyez ici. C'est encore une fois Clément Goyeneche qui est chargé de la décoration et qui reçoit le premier prix à nouveau. La Côte d'Azur est donc au cœur des débats internationaux en matière d'architecture, car son école nationale, comme nous venons de le voir, est l'une des meilleures de France. Une ligne directrice se dégage, a posteriori, des choix architecturaux du moment, celle d'une certaine rationalité et d'une beauté pratique. Sur la Côte d'Azur, à l'exception de Le Corbusier, aucun architecte ne s'attache à servir une doctrine. Chacun s'adapte aux désirs des clients, tout en laissant parfois parler sa propre sensibilité. Ainsi, trois courants émergent qui, tout en s'opposant, s'intègrent dans le mouvement Art déco. Ils ne sont ni progressifs ni quantitatifs, ils se chevauchent et s'enrichissent mutuellement. La plupart des architectes de l'époque vont faire des allers-retours entre régionalisme, style moderne et ornemental. Ce qui différencie toutefois les modernistes des ornementalistes et des régionalistes, c'est souvent la production industrielle, opposée aux pièces uniques ou aux séries limitées. Mais ils se rejoignent tous autour d'une économie des lignes, d'une rationalité des formes et d'une modernité incontestable, utilisant les mêmes matériaux, les mêmes innovations technologiques et surtout le même sens de l'esthétisme. Donc en 1900, le mouvement régionaliste voit le jour avec la naissance de la Fédération régionaliste française, fondée par Charles Brun, issue du mouvement du Félibrige provençal. Sur la Côte d'Azur, il prend souvent le nom de néo-provençal. L'architecture régionaliste néo-provençale, ce sont des volumes simples, comme nous pouvons le voir sur cette villa,
s'inspirant de la Bastide, une architecture méditerranéenne qui se soucie des matériaux et des spécificités du territoire dans lequel elle s'implante, et une adaptation à la modernité des fonctions. Les architectes vont également pratiquer ce vocabulaire sur les chalets de l'arrière-pays. Les colombières de Ferdinand Bach à Menton en sont un exemple. Je ne rentre pas dans le détail, uniquement pour vous dire que Ferdinand Bach, une fois sa commande achevée, il va finir ses jours et participera effectivement avec toute la bonne société de l'époque au fait que les propriétaires organisaient dans cette villa. Une autre villa de Louis Hetzeler de 1929 est la villa Marichu à Nice, qui a été conçue pour Tito Landi, qui était un fabricant parisien de lampes à essence ou à alcool et à Paris Ménager, et qui est dans un style assez transitoire effectivement, qui fait vraiment appel à la Méditerranée. On a un soubassement en pierre appareillée. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le haut en fait est en béton coloré, donc là il a été recouvert de peinture, mais donc la béton coloré incrusté de nacre, ce qui permettait à l'enduit de cette façade d'être chatoyant avec la mer, avec le rayon de la mer. Louis Hetzeler a aussi fait un immeuble très intéressant qui est entre l'hôpital Lanval et le carrefour des Bosquets, qui est un immeuble avec une partie sommitale qui ressemble un peu à un penthouse qui aurait été incrusté dans la composition de la façade. Et là, il y a une modernité qui est assez extraordinaire, la variété de la palette dont il pouvait disposer. Il a aussi fait le réaménagement d'une des maisons qui est sur le front du cours Saléa, avec des zébrures noires et blancs. Il préfigurait Buret avant 50 ans. Je vous laisse peut-être parler du marché Fortville, oui. La Canne d'Henri Brett, 1929. Henri Brett, c'est surtout une enveloppe extérieure régionaliste, d'architecture régionaliste. Mais quand on est dans le marché de Fortville, on regarde une ossature en béton armé avec une grande transparence, volonté de s'affranchir de toutes les contraintes pesantes de la distribution intérieure d'un espace commun. Ça me fait penser un petit peu, je pense qu'on va y venir après, aux deux Notre-Dame de Nice, Notre-Dame Auxiliaire et Notre-Dame du Perpétuel Secours, où Jules Febvre, qui avant la guerre était l'architecte du Majestic, qui lui, comme Dalmas aussi, va se recycler complètement avec l'arrivée des Art déco, conçoit une structure en béton armé comme le marché de Fortville, qui compose avec la totalité, le développement de la totalité des arts décoratifs dans les matériaux, les dessins et les enrichissements intérieurs. C'est également lui qui, dans Notre-Dame, les Niçois le connaissent comme Don Bosco, comme l'église de Don Bosco, un contraste saisissant, l'intérieur et les nervures et les structures font penser à l'église de Saint-Jean au pied de Montmartre, qui est la première église en béton armé qui a été faite dans l'histoire de l'architecture religieuse française, mais avec l'enrichissement des fresques de Doucet, qui fait aussi partie intégrante du témoignage des Arts déco à Nice, et qui avait d'ailleurs sa propre maison près du stade du Ré, qui a été d'ailleurs longtemps l'agence d'un des confrères. Voilà. Et enfin, pour terminer sur le courant régionaliste, une petite villa sur Nice, Angulo-Sridet, dont le nom est tiré d'un vers de race qui veut dire ce coin de terre me sourit plus que les autres. Et donc qui est de 1936 et qui est d'Émile Guilionda. Donc là, on retrouve en fait tout le vocabulaire de l'architecture provençale, les tuiles canales, les génoises, le fronton, le soubassement en pierre appareillée, et quelques modifications donc, à ce style, et donc, où la modernité entre
peu à peu. Les claustras donc, qui sont habituellement en terre cuite ont été remplacés par des ferronneries. Et dans les galeries au sud, le traitement des colonnes a été réalisé d'une manière typiquement art déco avec des colonnes renflées et qui sont dans ce matériau phare dont nous parlerons tout à l'heure, qui est le béton bouchardé, là ici à très gros grain et qui est teinté dans la masse. Mais passons au courant moderne qui naît donc avant la guerre avec l'ouvrage d'Adolphe Loos, Ornement et crime, sans cesse réédité et traduit en français à partir de 1912. La maison moderne devient une nouvelle terra incognita qu'il s'agit non pas de découvrir mais de concevoir. Les constructions modernes édifiées sur la Côte d'Azur sont toutes l'œuvre de commanditaires et ou d'architectes qui ont pensé leur demeure selon des critères résolument modernes. Maison conceptuelle, peut-on dire, maison conçue dans le souci du bien vivre afin de rendre les occupants heureux. Le mobilier, le décor intérieur ou l'absence de décor ne sont pas des détails. Un des exemples est bien sûr la Villa Noailles de Robert Baden Stevens à Hyères. Donc c'est une commande de Charles et Marie-Laure de Noailles qui choisissent cette ville d'Hyères pour construire une petite maison d'hiver qui en fait aboutira à 1800 mètres carrés au fil des ajouts, et où on retrouve effectivement toute la modernité de l'époque, salle de bain, piscine, squash, salon de coiffure et des horloges, reliées donc des horloges dans chaque pièce reliées à un système central. Elle est aussi, comme l'était la villa de Ferdinand Bach, comme les Colombières, elle est aussi un des centres importants de la vie mondaine de la Côte d'Azur, comme l'étaient les salons du XVIIIe ou du XIXe siècle, et où les artistes et les intellectuels de l'époque se retrouvent. Notre bâtiment emblématique de cette modernité est le Latitude 43 de Georges-Henri Pardisson à Saint-Tropez en 1931. Ici, ce n'est pas un simple hôtel qui est construit, mais un complexe sur une superficie de plus de 6700 m², dans un parc de 7 hectares. Il est orienté au nord et il surplombe le golfe de Saint-Tropez. Il possédait parmi ses équipements, donc les équipements sportifs qu'on pouvait avoir, il y avait un passage souterrain qui permettait de passer d'une piscine olympique qui était à l'eau de mer, donc d'aller à l'hôtel. On peut y voir, comme dans la maison La Calade de César Cavalin, une métaphore navale aussi avec une silhouette de bateau. Et donc il préfigure aussi la modernité des balcons filants dont je vous avais parlé, qui appartiennent incontestablement au vocabulaire architectural naval. Et là on est en 31 et il y a une cheminée donc, sur le toit qui est une création de Bain-Gusson et qui va être reprise par Le Corbusier à la Cité Radieuse en 1945. Enfin, la villa Hélène Gray à Roquebrune-Cap-Martin, qui est construite par l'architecte décorateur et avec l'aide de Jean Badovici. Elle est surnommée E1027, vous savez certainement, puisque ça correspond aux initiales en fait des deux créateurs. E égale Hélène, 10 égale Jean, 2 égale B et 7 égale Gray. Cette maison, dont les proportions sont assez petites, suit les 5 principes modernes de Le Corbusier, qui venaient souvent d'ailleurs, les pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur ou la fenêtre bandeau. Hélène Gray a conçu un ensemble ouvert sur la mer et sur la nature environnante, une maison où ceux qui y vivent peuvent être indépendants les uns des autres, une maison pratique, elle dessine l'ensemble des immobiliers, mais accueillante où tout rappelle les deux êtres qui y sont reliés, et en même temps indépendants. La modernité était aussi cela. Enfin, nous arrivons donc au courant ornemental à proprement parler. On peut dire qu'en 1919, c'est l'architecte Louis Su et le peintre André Mare qui, en fondant la Compagnie des Arts Français, qui est composée d'artistes, d'artisans et d'architectes, lancent un petit peu ce mouvement. En 1921, Su et Mare publient d'ailleurs le manifeste Architecture, illustré par de nombreux artistes de l'époque comme Marie Laurencin, et ils demandent à Paul Valéry un texte introductif. Valéry écrit alors Epaminondas ou l'architecte,
qui est un dialogue entre Phèdre et Socrate après leur mort, et qui évoque l'architecte Palinos qui faisait chanter des édifices. Ce manifeste n'est pas celui de l'Art déco, mais Su et Mar sont à l'initiative d'un courant d'artistes décorateurs, symbolisant le bon goût français de la décoration. Un des emblèmes sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu de ce courant, c'est la rose, la guirlande ou le panier à fleurs ou à fruits. Dès les années 1906-1908, des artistes comme Paul Héribé travaillent déjà à ce motif, qui est repris en 1911 par André Mare avec des roses bleues. Et c'est en 1914 que Raoul Dufy le reprend et le décline dans de nombreux tissus. Quelques exemples. Le Belle Rive à Jean-Lépin, de César Cavalin en 1929, donc là on peut voir qu'on passe en fait du palace qui était inspiré par la Suisse ou l'Allemagne au modèle américain, qui sont des hôtels de facture un peu plus modeste, mais qui commencent à s'écréner tout au long de la côte. Ici, donc, c'est la villa qui avait abrité le célèbre couple Zelda et Francis Scott Fitzgerald est racheté par des Russes et transformé dans cet hôtel Belle Rive, qui est le seul à avoir les pieds dans l'eau. L'Escurial, il m'a semblé important de mentionner un bâtiment qui aujourd'hui existe toujours, mais dont la fonction a été quelque peu changée, modifiée, parce que les cinémas sont très importants à cette époque, parce qu'ils nous permettent effectivement de voir les transformations et la modernité de l'époque, notamment en termes d'éclairage. Et donc l'Escurial était un des projets phares des cinémas de la Côte d'Azur. Il s'agissait d'un immeuble donc, de Léonard Bartaletti en 1933 qui a été construit dans un terrain assez exigu à l'angle des rues Alphonse Karr et Georges Clemenceau. Il était composé d'une salle de 12 mètres de haut avec peu de colonnes porteuses au centre d'un immeuble qui constituera donc cette magnifique œuvre. L'entrée du cinéma, comme vous le voyez, est au rez-de-chaussée et la forme de ce dernier est arrondie. Le tempietto art déco qui couvre le sommet donne cette impression que le bâtiment dans son entier constitue un temple, on va dire, à cet art déco. Cela est d'autant plus remarquable, comme nous le voyons sur la photo ancienne, la nuit, puisque dès l'origine, la totalité des étages et le belvédère étaient éclairés. Le belvédère était d'ailleurs occupé par Bartaletti lui-même. Il est resté dans les mains de ses descendants jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Il a été ensuite cet appartement acheté par un antiquaire niçois. Bartaletti est quelqu'un qui avait collaboré avec Ornagnan et Arsénian pour l'immeuble Le Mécatis. Donc il avait été à la bonne école. C'était un grec qui avait aussi participé au plan d'urbanisme d'Athènes d'après la guerre de 14, qui est arrivé donc sur la côte d'Azur à peu près en même temps que les Arméniens. Et vous voyez l'intérieur de la salle de cinéma, c'est encore une fois c'est Eugène Doucet qui est l'auteur des fresques somptueuses pour ceux qui se rappellent, qui ont connu le cinéma, l'Escurial, c'était le cinéma et la fête et le spectacle avant que le film ne commence. Et alors donc effectivement dans la mémoire on se souvient de fresques et en fait ce ne sont pas réellement des fresques puisqu'en fait c'était le cinéma avait besoin de panneaux isolants phoniques et donc c'est en fait ce sont des panneaux d'insulite sur lequel le type d'isorel de l'époque sur lequel effectivement Doucet a peint ces somptueux décors qui sont d'inspiration antique. Ce qui nous amène aux avancées donc, technologiques qui ont permis à cette société qui se veut moderne d'utiliser les matériaux et les techniques modernes, récentes, pour habiter. On a parlé du béton armé, du verre, du contreplaqué, de l'aluminium, de l'ébonite, du linoléum, qui est aussi inventé à cette époque, et qui seront autant d'inventions ou d'améliorations qui, en charmant le client, contribuent à la constitution d'une architecture nouvelle.
Le matériau phare est donc le béton armé. En 1818, c'est Louis Vicat, qui est un jeune ingénieur de l'École nationale des ponts et chantiers, qui fait cette découverte, le liant, capable de faire sa prise à l'eau, et qui détermine ainsi la fabrication des chaux et des ciments artificiels. À partir de 1840, les cimenteries d'ailleurs ouvrent un peu partout en France, et en 1922, la Société des ciments Vicat fonde une des plus grandes cimenteries de France, la Grave à Peille, que vous connaissez sûrement. Des dômes donc, de béton ajouré de verre ou de béton translucide se multiplient, comme celle du latitude 43. Alors le béton translucide consiste en éléments de verre moulés placés entre les fers d'armature et entre lesquels on coule le béton. Le verre et le béton s'assemblent et pratiquement de façon assez intime pour qu'on puisse considérer le ourdi comme continu et comme moulé d'un bloc. Quelques bâtiments dont le Palladium dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le palais Saluzzo de Honoré Aubert et le palais Arago rue Marceau. Alors, je les ai délibérément choisis en noir et blanc, ces trois bâtiments, parce qu'aujourd'hui le Palladium est recouvert de peinture, donc on ne voit plus le fameux béton coloré. Le palais Saluzzo mériterait un bon ravalement. Quant au palais Arago, il est un des rares effectivement à être resté par contre sans être peint. Alors ces bétons colorés en fait sont venus parce qu'il fallait offrir à la clientèle de luxe un produit qui pouvait la séduire. Le béton répondait à leurs attentes car il permettait des plans modernes avec de grandes baies, à condition d'y ajouter ce petit plus qui deviendra donc une spécialité locale car le béton est un peu triste. Sur la côte, ce béton coloré dialogue souvent avec de la pierre. Donc ces bétons colorés, en fait, c'est un enduit de finition teinté dans la masse avec des pigments naturels et souvent incrusté de nacre ou de divers agrégats, avec un aspect gratté, bouchardé ou lissé. Une sorte de peau chatoyante destinée à cacher le béton. On en trouve donc de toutes les couleurs, gris, jaune, rouge, bleu, noir. Les nacres incorporées sont tirées d'ormeaux. Les huîtres, effectivement, ne permettent pas de donner la brillance recherchée. Et la majeure partie des bâtiments de cette époque emploie cette technique qui conduit à traiter la peau du bâtiment comme un décor à part entière. La spécificité de ce qu'on appelle aujourd'hui béton coloré existe partout ailleurs. Perret en est probablement l'initiateur à Paris, et lui également teinte déjà ses bétons. Mais la façon de les colorer de cette manière si intense, avec une palette si large, effectivement est spécifique et plus locale. Et alors, ce que Honoré Aubert réussissait particulièrement bien dans ses immeubles du quartier des musiciens, c'était il fallait boucharder à la boucharde à la main à l'époque évidemment pour faire ces espèces d'empreintes qui mettaient à jour toute la variété des différentes composantes du béton coloré. Mais quand on arrivait sur l'angle, ça ne marchait plus parce qu'on fragilisait l'angle avec des épaufrures. Et à ce moment-là, la technique consistait à protéger les angles avec deux parements sur lesquels la boucharde n'avait absolument pas d'effet. Et regardez tous ces immeubles de la rue Rossini ou Paul Déroulède, regardez en détail, ça enrichit les formes, les silhouettes et les angles. On a l'impression qu'on a un ruban lisse de béton coloré qui vient jouer les contrastes avec le béton plus rugueux, avec un matirage plus riche là où la boucharde est passée. Ça donne donc une nuance supplémentaire aux couleurs déjà riches. Alors imaginez, lorsqu'on vient à peindre et qu'on vient étouffer tout ce contraste avec une peinture, c'est évidemment assez déplorable, mais ça s'est fait beaucoup. Le début de la période utilise quand même encore des décors peints. Donc là, vous voyez les fameux décors intérieurs de Eugène Housset dans l'église Notre-Dame Auxiliatrice, qui est de Jules Fèvre et de Marie-Louise Descortas de 1926, qui a été construite de 1926 à 1933. La fresque, parlons-en un tout petit peu à proprement parler, donc, consiste à peindre avec de l'eau et des pigments sur mortier de chaux et de sable encore frais, à fresque dans le frais. Une fois le mortier durci, une cristallisation en surface s'opère qui emprisonne la couleur dans l'enduit.
Les couleurs deviennent donc insensibles aux intempéries et au frottement. Ils sont très stables dans le temps. Ici, donc, vous voyez le plafond de 242 mètres carrés de l'église Don Bosco. Le sgraffito de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, toujours de Jules Febvre en 1927. Le sgraffito donc, est une technique qui consiste à appliquer sur un fond d'enduit, la plupart du temps de teinte sombre, une couche de stuc clair. Une fois le motif dessiné, l'enduit de surface est gratté, donc ce fameux nom de sgraffito en italien, jusqu'à retrouver l'enduit coloré en dessous. Le résultat final offre donc cette gravure en relief bicolore de motifs formant frise ou ornement. Mais ces décors sont progressivement remplacés par des mosaïques, donc ces petits morceaux de céramique ou de verre qui sont encore appelés tesselles et assemblés à l'aide d'un enduit sur les façades. On les retrouve également en décoration ponctuelle sur les façades, en ligne ou en décor de balustre, en carré de mosaïque à feuilles d'or, ou bien pour marquer les chiffres des adresses. L'évolution du verre est aussi indissociable de la réflexion sur la lumière et par là même au XXe sur la généralisation de l'électricité dans tous les foyers. De nouvelles associations professionnelles comme la Société pour le perfectionnement de l'éclairage collectent et diffusent les informations sur les dernières innovations. En 1925, il existait plus de 15 revues parlant de photométrie dans le monde. Ici, on voit sur les photos donc à la fois de l'intérieur du Rex à gauche et à droite sur le latitude 43, toutes les différences techniques et... Alors, une chose sur le Rex. Donc, le Rex a une sorte d'espace de volume intérieur fait de galeries avec la spirale de l'escalier, etc. Et il y avait aussi des recherches architecturales qui touchaient au mode d'emploi, au mode de vie. Comme je vous disais, il y avait donc une attention particulière consacrée aux parties communes qu'on considérait comme entre deux, ni intérieur ni extérieur. Dans le Rex, Arsénian était allé très loin puisque les cuisines données à travers une fenêtre avec un verre opaque prenaient le jour dans cet espace intérieur. Et on pouvait ouvrir les fenêtres comme à Bassidas, et ce qui fait qu'on se trouvait comme dans les cours intérieurs, dans les pâtés de maison de l'urbanisme de Naples ou d'autres villes méditerranéennes. On avait ce cœur de l'habitation qui n'était pas simplement esthétique, sophistiqué et travaillé sur le plan sculptural, mais aussi qui était un véritable foyer et centre de vie. Et ce que voulait Arsénian, c'était évidemment donner le peu de linéaire de façade dont disposait l'immeuble Rex qui donnait sur la place Franklin pour les pièces essentielles comme les séjours et les chambres. Donc c'était une façon de donner une deuxième vie à ces pièces considérées comme pièces de service. Elle participait à l'atrium de l'immeuble. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la métallurgie est principalement utilisée pour la construction d'ouvrages d'art ou de bâtiments à caractère industriel. La réalisation d'œuvres majeures construites pour les expositions internationales comme le Crystal Palace en 1851 à Londres, puis la Tour Eiffel en 89 et le Grand Palais en 1897, à Paris redonnent par contre le goût du fer. L'industrialisation et les progrès technologiques qui en découlent poussent les architectes et les artisans vers une nouvelle utilisation dans la construction et pour la première fois dans le mobilier. Les fers utilisés, issus de l'industrialisation naissante, présentent plusieurs types. Fer plat, carré, large, rond. La finition est soit lisse, soit martelée, soit ciselée. Leur utilisation se limite aux garde-corps, aux portes d'entrée d'immeubles et aux marquises. Si les motifs floraux restent très présents, ils adoptent un vocabulaire stylisé et géométrique. Le courant moderne, contrairement au courant ornemental ou régionaliste, utilise le fer dans les fenêtres. Ainsi, la Villa Hélène-Gray possède des fenêtres coulissantes et des portes métalliques. La Villa Noailles des châssis vitrés coulissants dans le salon de monsieur. L'utilisation des bois plus nobles comme le chêne, l'érable ou de bois exotiques type sycomore, ébène, palissantre est réservée aux portes d'entrée des immeubles et des appartements et à certains décors, à l'instar de son utilisation dans le mobilier très en vogue à cette époque.
Les portes d'entrée sont généralement à grand cadre, incluant un vitrage protégé par une grille métallique, alors que les portes d'appartements sont traitées suivant la nouvelle technique du plaquage, généralement sur les contreplaqués, qui est un nouveau matériau mis au point en Finlande en 1890 et qui a été développé aux États-Unis. La production par des machines rend moins coûteux le procédé de contreplaqué en 3 épaisseurs. Mais le matériau en lui-même rend l'aspect traditionnel, ce qui ne le dévalorise donc pas. Ainsi, il se diffuse partout. Le plaquage est en bois noble et présente, comme à l'immeuble Gloria Mansion à Nice, un effet miroir, mettant en valeur les vénages du bois. Des plaques de propreté poignées en laiton achèvent la composition. Les sols de cette période sont souvent des granitaux, qui est une technique qui est très ancienne, qu'on connaît souvent sous le nom de terrazzo alla veneziano. Et la raison principale est due à l'utilisation du ciment et du béton armé dans les systèmes de construction. Historiquement, le mortier de base était composé de chaux aériennes et de terre cuite concassée. Les éclats de marbre étaient semés puis roulés pour pénétrer dans le mortier. Le ponçage était ensuite réalisé avec une meule de pierre. Et enfin, la protection capillaire était réalisée à l'aide d'un mélange à base d'huile de lin. Mais à partir des années 20 et 30, le ciment blanc ou gris a remplacé la chaux, lequel est souvent teinté dans la masse. Les éclats de marbre ne sont plus semés, mais intégrés au mélange. La technique de ponçage mécanique avec de pierres polies, moins abrasives, ont permis une finition plus lisse et une brillance plus ou moins importante suivant l'effet recherché. Le résultat final offre un aspect multicolore selon les différents marbres employés. Les caissons de marbre que vous voyez sur votre droite constituent aussi très largement une déclinaison de l'utilisation de ce matériau, mais à moindre coût. Le Gloria Mansion, les architectes Hovnanian, je vais essayer de vous en faire une rapide visite. C'est un immeuble qui a été construit en 1932 et 1934 et qui est un très bon exemple de la créativité de cette époque, mais également une adaptation pragmatique à un programme architectural. C'est un Arménien, promoteur, Joachim Naapiet, qui acquiert l'ensemble des terrains situé autour de ce qui va devenir en 1933 le centre universitaire méditerranéen, côté rue de France. Il existe déjà une pension Gloria qu'il rachète, qu'il détruit, et en 1933 il fait édifier un premier Gloria Mansion dans un style néoclassique par l'agence Dalmas, un deuxième en 1924, toujours par Dalmas, mais en 1932 il charge les frères Hovnanian, Garabed et Rand, architectes, d'élever donc le fameux Gloria Mansion Art déco que nous connaissons au 125 rue de France. Et il terminera son programme immobilier en 1952 avec le 4e Gloria Mansion en bas à droite, qui est lui situé sur la promenade, donc à côté du CUM, et qui a été construit par les architectes Olivier Rie et Millon de Peillon. Les Hovnanian sont des Arméniens, ils sont nés à Constantinople, ils ont étudié à l'université américaine, le Robert College, et ils y ont étudié donc l'architecture. Ils y rencontrent aussi à cette époque leur futur beau-frère, puisque Kevork Arsenian est le beau-frère de Garabed et Rand Hovnanian. Et la famille quitte la Turquie et s'embarque pour la France et arrive à Marseille en 1920, après le génocide arménien. Ils sont donc dans un premier temps apatrides et vont effectivement collaborer notamment avec des architectes comme Guilgo, puisqu'ils ne pourront pas signer leur plan en fait tout de suite. Et donc le magenta que vous voyez au centre de l'image sur la place Magenta aujourd'hui a été fait en collaboration effectivement avec Guilgo. Là on voit l'intérieur, les intérieurs de ces bâtiments qui ont toutes effectivement certaines ressemblances. À gauche le Rex et à droite on a le Colisée, le rue Verdi d'Arsenian. Donc en 1932, Garabed et Rand commencent avec leur frère Bayo, qui est entrepreneur, le chantier du Gloria Mansion. Et en cours de chantier, Garabed doit partir aux États-Unis et donc le chantier est confié à son frère. Garabed ne revient pas des États-Unis, il y est parti pour accompagner un ami qui décède là-bas et il va y rester, se convertir à une église protestante
et devenir pasteur. Donc je dirais que le chef-d'œuvre qu'il a construit est à Nice et nulle part ailleurs. C'est un immeuble moderne de plus de 6000 m² avec 5 étages d'appartements qui est construit donc au-dessus d'un rez-de-chaussée et d'un entresol prévu pour les boutiques et au-dessus d'un grand garage souterrain. La structure est donc en béton armé, tandis que le remplissage est en aggloméré de ciment dont l'enduit est à texture variable, taloché fin avec arêtes ragréées, bouchardées ou polies. Les restaurateurs des façades, Leonardo Giannuti et Pierre Testu, ont analysé 8 enduits différents, donc ces fameux bétons colorés dont nous parlions tout à l'heure, et qui composent les façades, qui témoignent de l'attention de ces architectes et aussi de la dextérité des artisans qui l'ont mis en œuvre. Quand on rentre donc par le portail majestueux Gloria Mansion sur la rue de France, on aboutit, avant de découvrir l'entrée principale, à un patio et avec ce qui était un petit point d'eau et une promenade effectivement avec des décors en mosaïque sur des paysages méditerranéens qui font plutôt penser à des paysages varois méditerranéens. La porte d'entrée est surmontée donc d'un des majestueuses initiales de ce bâtiment, M et G, Gloria Mansion. De part et d'autre de cette porte, on retrouve 2 sculptures en ciment qui ornent donc cette façade. À gauche, un pêcheur niçois et son pointu, et à droite, une niçoise avec un panier de champignons. Au-dessus du perron, une immense marquise en béton se prolonge sur le pourtour de l'immeuble et elle est ornée d'un soleil levant stylisé. Ces sculptures donc, ont été réalisées par André Chiavacchi, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a reçu un des prix de l'exposition internationale de 1925 pour le pavillon de Monaco. L'entrée de ce bâtiment et ces très belles boîtes aux lettres en laiton qui le composent, elles-mêmes sont surmontées de cartouches, toujours en béton, ce qu'on appelle béton coloré, mais de manière stuquée, et qui représentent les moyens de communication, à la fois un paquebot, un avion, des antennes télégraphiques, une locomotive, un courrier à cheval. L'élément le plus significatif est l'escalier central, hélicoïdal, un noyau elliptique qui ne part pas du premier étage, du premier étage et non pas du rez-de-chaussée, et auquel on accède par des escaliers à 2 volets symétriques à la française. Cet agencement permet d'éliminer l'écrasement qu'aurait pu produire un escalier hélicoïdal du rez-de-chaussée. Le grand hall et la cage d'escalier constituent un véritable monument, mettant en valeur un jeu de courbes qui s'enroule autour de colonnes libres. Réinterprétant les escaliers à la française de la Renaissance, apportant les découvertes modernes architecturales, les Ovnanians s'inscrivent pleinement comme des architectes art déco. Mais il fallait pour faire écho, mais aussi pour éclairer cet escalier spectaculaire, une fenêtre qui permette de faire entrer la lumière de manière indirecte, un écrin dans l'écrin. Un large rectangle de verre s'insère ainsi dans la façade nord. Cette fenêtre ouvre sur un paysage méditerranéen, une vue sur la mer, la côte rocheuse, la végétation et une demeure de style régionaliste néo-provençal, probablement située du côté de Théoul, à l'orée de l'Estérel. Il s'agit d'un paysage dessiné par un autre Arménien, le peintre Vartan Maokian, et réalisé par le verrier Lasalle. 6,60 m de haut sur 3,60 m de large permettent à cette douce lumière d'éclairer la cage d'escalier et de l'aérer, en faisant croire alors qu'on est dos à la mer, que cette dernière est là, devant nous. L'utilisation de tesselles de verre colorées, enserrées entre 2 plaques de verre et collées aux gommes de Judée ou gommes arabiques, est une autre particularité du bâtiment. C'est un encart publicitaire de 1927 dans la revue Méditerranea qui vante ces fameuses mosaïques de verre, dont l'inventeur est donc un artiste niçois qui dirigeait le magasin La Mosaïque de Verre, un rue Bardon à Nice, et dont les ateliers se situaient rue Smollett. Le Gloria Mansion est composé de 71 appartements dont les intérieurs sont traités assez sobrement au vu de ce que nous venons de voir des parties communes,
Les sols sont composés de parquet de chêne ou de carreaux de granito et les murs sont lisses. Les plafonds ornés de stucs très légers. Mais ils étaient conçus de manière moderne. La visite donc de ce bâtiment se termine. Le Gloria Mansion est une belle demeure qui, grâce à 2 années de restauration, a retrouvé, après 80 ans, après sa création, une harmonie, une douce harmonie. Et cela me permet de faire la transition effectivement sur la grande nouveauté de cette période en matière de couleurs, qui réside dans l'utilisation de ces enduits teintés dans la masse, en pierre reconstituée, ce qu'on appelle aujourd'hui les bétons colorés. La caractéristique majeure de l'architecture art déco sur la Côte d'Azur, qui est ce matériau et qui permet toutes les audaces, et qui permet aussi de conjuguer couleurs et vibrations. Le courant régionaliste a permis un renouvellement des couleurs dites traditionnelles, c'est-à-dire les ocres et les oxydes mélangés à la chaux. Le courant moderniste a pu sembler prôner le blanc. C'est incontestablement le cas des constructions de Le Corbusier, qui voyait dans le ripolin le seul décor acceptable. Mais néanmoins, une confusion a souvent été faite entre modernité et blancheur, ou Méditerranée et blancheur, qui a conduit à entériner une métaphore méditerranéenne du blanc sur la Côte d'Azur qui n'existe que très peu. Les dernières recherches, évoquées d'ailleurs par Bernard Toulier dans son livre Architecture et patrimoine du XXe siècle, montrent par exemple que le Latitude 43 que nous avons vu tout à l'heure de Bain-Busson, qui a été restauré dans une teinte blanche, était à l'origine dans des teintes ocre, jaune et brun. Et là, la photo montre bien, soutient mieux le propos que je tenais Voilà. tout à l'heure, et qui était peut-être un peu abstrait pour vous, sans voir l'image, de cette mise en scène, parce que c'est une véritable scénographie, du relief qui était à l'origine accompagné donc les façades du forum et qui malheureusement a disparu. Regardez combien les 2 dernières étapes, les derniers niveaux sont creusés par cet enduit gris foncé et combien la linéarité qui vaut couronnement du bâtiment était bien mise en valeur et qui malheureusement a beaucoup disparu. Voilà. Donc c'est pour cela que nous voyons tout l'enjeu de cette rénovation, de cette restauration, comme l'a été fait au Gloria par M. Bernard Helms, qui est ici présent, et qui nous permet donc de manière plus générale de voir tout l'apport que cela pourrait nous apporter dans un parc immobilier qui est quand même immense. On n'a pas évoqué le nombre d'immeubles art déco sur Nice. On n'a pas le chiffre exact, mais en tout cas en ce qui concerne les bétons colorés, et uniquement les bétons colorés, parce qu'il y a quand même malgré tout quelques immeubles aussi en enduit, à la chaux encore, les bétons colorés, il y en a plus de 4000 à Nice. Donc c'est un parc immobilier qui est immense. Donc tout cela nous encourage à regarder, mais également à aller au-delà des apparences, pour nous intéresser aux matériaux utilisés qui sont à respecter en tant que tels, et qui nous parle le mieux de cet art déco que nous n'avons pas fini de découvrir. 2 exemples, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de vous les mettre. Donc le Palladium de l'abbé Lénaud en 1932, qui aujourd'hui est recouvert d'une peinture rose et qui en fait en béton coloré beige rosé, très beau et incrusté de nacre. Et un autre, la Postetière que vous connaissez, et vous connaissez peut-être moins, donc vous connaissez ces briques, ces nombreuses briques, mais vous connaissez peut-être moins la sous-face de ces entrées qui est donc sur la photo en haut à droite, en béton coloré également. En guise de conclusion, je rappellerai qu'il a fallu seulement 20 ans, entre 2 guerres, pour que la Côte d'Azur se métamorphose et accède à la modernité. Son espace, ses villes, ses paysages se sont transformés, grâce notamment aux migrants qui ont bâti de leurs mains et à ces étrangers qui sont tombés amoureux de ce pays. Sans eux, la Côte d'Azur n'aurait pas le même visage, et sans eux, nous n'aurions pas hérité d'un patrimoine hors du commun par sa qualité et sa quantité. Le Gloria Mansion est un des exemples les plus significatifs de ce qu'est un bien patrimonial. Un promoteur commande à des fins de profit un immeuble de rapport qui va être traité dans les matériaux les plus à la mode. Près de 80 ans plus tard, d'autres promoteurs le restaurent dans l'esprit art déco et perpétuent sa fonction locative. La valeur patrimoniale du bâtiment, c'est-à-dire sa valeur architecturale, mais également financière, est retrouvée.
l'immeuble vide. L'harmonie qui émane des immeubles art déco, des plus humbles aux plus prestigieux, est la clé pour comprendre cette période où ordre, rigueur, mais également esthétique règne. Formidable atout pour notre économie et merveilleux lien social, le patrimoine, ainsi que le souligne Alexandre Gavy, est le support d'un voyage dans l'espace-temps, de notre mémoire et de notre héritage. L'architecture art déco sur la Côte d'Azur est à la mesure d'un patrimoine qui rend heureux.